Nous avons pu rencontrer le docteur Yves Bonnier-Viger pour parler de vaccination et de la situation sanitaire dans la région. Alors bonjour Monsieur Bonnier-Viger, comment allez-vous? Très, très bien, merci. Et vous-même? Bien, bien, merci. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous résumer, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'entrevue avec vous, puis peut-être depuis peut-être déjà quelques mois, comment est-ce que vous avez vécu les mois derniers, face bien sûr en concernant la situation sanitaire que l'on vit présentement? Ça a été assez calme pendant tout l'été en Gaspésie et aux îles, hein. Donc, ça s'est bien vécu. On a eu ces derniers temps quelques cas du côté principalement d'Avignon. Et c'est arrivé surtout en lien avec le nombre de cas qui a augmenté au Nouveau-Brunswick de façon importante. On se souviendra que l'Alberta ou le Nouveau-Brunswick ont aussi décidé de cesser les mesures, croyant que l'épidémie était un petit peu derrière nous et qu'ils avaient suffisamment vacciné de gens. Et puis malheureusement, ils sont obligés de se rendre compte que c'est pas le cas. Il faut, même avec des personnes vaccinées, avec beaucoup de gens vaccinés, il faut continuer à maintenir certaines mesures de base. Parce que notre vaccin protège très bien contre les complications. En fait, une personne qui est doublement vaccinée va avoir entre 20 et 30 fois moins de chances d'être hospitalisée si elle est atteinte par la maladie. Mais on voit que ça ne la protège pas contre la maladie. Elle peut avoir la maladie quand même. Et en fait, il y a autour de 5 fois moins de personnes doublement vaccinées que de personnes non vaccinées qui vont attraper la maladie, mais ça reste quand même un nombre important. Ça veut dire qu'à peu près une personne sur 5 dans une salle où il y aurait juste des gens non vaccinés qui pourraient éventuellement attraper la maladie si le virus se promenait dans cette salle-là. Donc ce que je comprends bien, c'est que ça protège peut-être d'une forme plus grave, mais ça n'empêche pas de la recevoir ni de la transmettre, c'est ça? Ça, c'est ça. D'accord. Ça ne l'empêche pas. Ça diminue le risque quand même de 5 fois, ce qui n'est pas négligeable, mais ça ne réduit pas le risque à zéro. On ne peut pas penser que parce qu'on est doublement vacciné, qu'on est entièrement protégé et qu'on ne transmettra pas la maladie. D'où les demandes Donc, de ça veut dire continuer qu'il les faut mesures. maintenir nos mesures de base, même si on est vacciné. Il faut porter le masque à l'intérieur dans les endroits publics. Il faut quand même se laver les mains régulièrement, puis garder une distance de 2 mètres avec les gens avec qui on ne vit pas. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez? Parce que là, je reviens d'un voyage au Mexique et aux États-Unis, puis je sais qu'eux, il y a certains endroits où ils ont choisi de prendre d'autres voies, comme se soigner avec des médicaments qu'on entend beaucoup parler dernièrement, comme l'ivermectine, tout ça. Est-ce que c'est des médicaments qu'on peut trouver ou c'est des façons dont on peut soigner aujourd'hui, présentement, au Canada ou au Québec? Il y a, à ma connaissance, en tout cas, il n'y a pas de preuve solide encore que ces médicaments-là vont faire une différence. Donc, pour l'instant, ces pays-là qui ont, en tout cas le Mexique entre autres, là, qui est moins régulé, peut-être que les gens sont en train de faire l'expérience. Si ça marche, tant mieux, ça va nous être importé, c'est sûr, parce que c'est pas des médicaments très compliqués, ça, l'ivermectine. Mais c'est pour l'instant, nous, dans le domaine médical, en tout cas, j'ai pas entendu parler qu'il y avait des études qui démontraient l'efficacité de ces traitements. D'accord. Est-ce qu'il y a moyen de savoir de combien de pourcentage de personnes sont vaccinées dans le secteur présentement où vous êtes? Dans l'ensemble de la région de la Gaspésie-les-Îles, Oui, c'est autour de... Oh mon Dieu, ça fait un petit bout de temps, j'ai pas regardé mes chiffres, mais je crois pas que ça ait beaucoup changé, mais c'est autour de 85% à peu près des gens qui ont reçu au moins une dose, puis un petit peu moins qui ont reçu les 2 doses, donc probablement autour de 80% dans ce coin-là. d'accord. Mais si tu veux, je peux toujours sortir mes chiffres, là, puis te les Non, donner ça plus donne une idée, mais dans précisément. le fond, je sais qu'on a dépassé le 75, qui était au début visé par
par le gouvernement? Oui, c'était une cible qu'on avait calculée avec la variante classique, là, avec la forme classique de la COVID, mais avec le variant Delta, les mêmes calculs nous amènent plus à 95%. D'accord. Et maintenant, est-ce que les gens continuent à répondre par la positive? J'allais dire, les gens continuent à venir se faire vacciner? Ou c'est quelque chose maintenant, ça s'est calmé au sein de la Non, il y population? a toujours des gens qui viennent se faire vacciner, puis on me rapportait aujourd'hui qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient chercher leur première dose. Donc il y a comme bon, les gens ils vont à leur rythme, là, et il y en a qui ont décidé que finalement c'était peut-être une bonne idée de se faire vacciner, ce qui est toujours une bonne idée, effectivement. Puis justement, par rapport à cette bonne idée, est-ce que je peux comprendre que, est-ce qu'il y a des tranches d'âge dans la population où c'est toujours une meilleure idée que pour d'autres, ou est-ce que à l'époque on parlait des 85 ans et plus, après ça peut-être, parce que au début on disait que les enfants ben, c'était pas la peine parce qu'ils sont comme asymptomatiques. Alors est-ce qu'aujourd'hui on considère peut-être plus ça plus large, ou est-ce que ça s'en va vers, on s'est toujours ciblé? Ben, on sait que les enfants, ben là, actuellement, on peut pas vacciner nos enfants, là, mais pour l'instant, on sait que les enfants en général vont faire une forme moins grave de la maladie. Mais s'ils sont, il y a, en proportion, les enfants font une forme moins grave de la maladie. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas faire une forme grave. Et si on a beaucoup d'enfants qui sont atteints par le virus, ben, on risque de se retrouver avec quand même pas mal d'enfants dans les urgences pédiatriques. Donc, c'est pour ça on cherche quand même, on fait toujours une analyse de risque, hein, et on gère le risque. Alors, dans les écoles, par exemple, on essaie de maintenir les enfants le plus possible à l'école parce qu'on s'est aperçu que quand on les sortait trop rapidement et trop longtemps des écoles, ça leur causait d'autres sortes de problèmes, en termes d'apprentissage, mais aussi en termes de santé mentale. Alors, sachant qu'ils sont moins malades, on prend plus de risques dans le sens où aussi, si un enfant dans une classe est malade et positif, on retire cet enfant-là, c'est certain. On va tester tous les enfants de sa classe, si ce sont des enfants qui sont en bas de 12 ans là, et qui ne sont pas vaccinés et qui ne portaient pas le masque, et on va les faire tester. Mais alors que dans la population générale, quand on a quelqu'un qui a été en contact avec un cas, on lui demande de rester isolé une dizaine de jours pour que s'il développe la maladie, ben, il ne la transmette pas à d'autres. Avec les enfants, on prend le risque que la maladie étant moins importante chez eux, on leur permet de retourner à l'école si leur test est négatif. D'accord. Quand on Alors, parle d'enfants, c'est comme ça, ben, la tranche d'âge, parce que là on parle maintenant que c'est 12 ans et plus, c'est ça, on commence à vacciner dans les écoles? oui, 12 ans et D'accord. plus est vacciné, mais 12 ans et moins, il l'est pas. Alors, c'est pour ça que on est. Mais donc, la question que tu posais, c'est est-ce qu'il y a des tranches d'âge qui devraient être vaccinées plus que d'autres? Finalement, on est en train de se rendre compte que non, toutes les tranches d'âge doivent être vaccinées. Les personnes qui ont déjà des maladies chroniques doivent être évidemment plus vaccinées que les autres parce que s'ils font des complications, étant donné qu'ils ont déjà une maladie, ça va se rajouter et ça va être plus compliqué à traiter. Mais il y a, il y a pas de... On s'aperçoit que quand le virus se déplace dans une population, puis se déplace dans une autre population, euh, il reste que les complications apparaissent dans ces populations-là. Donc, on va essayer de ne pas prendre de chance. En tout cas, dès qu'on va avoir un vaccin disponible pour les enfants, on va le proposer, certainement. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent qu'on n'atteindra jamais cette immunité collective si on n'est pas vaccinés tous à 100%? Je sais, il restera toujours des gens un peu sceptiques qui ne souhaitent pas ou qui font le choix parce que c'est encore libre de faire le choix de ne pas se faire vacciner, euh, que, qu'on, qu'on- qui sont pointés du doigt des fois, je trouve, par le gouvernement ou par des personnes comme un peu nocifs pour la société. Est-ce que vous pensez qu'on va quand même arriver à une fin, malgré que des gens choisissent de ne pas aller dans cette direction?
Je ne crois pas que ça ait un lien avec les gens, justement, puis avec leur choix. C'est que on fait face à un virus qui est capable de muter et on a à notre disposition un vaccin qui n'est pas capable d'arrêter la transmission. Alors, qu'est-ce qui fait le virus? C'est si, supposons on continue à aller dans le sens où on va actuellement, là, puis on favorise beaucoup trop les rassemblements de personnes complètement vaccinées à cause avec le passeport vaccinal. On risque de se retrouver avec un virus qui, se retrouvant dans une population complètement vaccinée, ben, il va se faire une sélection naturelle de la forme qui sera capable d'infecter le plus de gens dans cette population-là. Et ça va amener le virus à muter pour devenir insensible à la vaccination. Donc, quand on dit que il est fort probable que ça devienne une espèce de maladie chronique dans notre population, une infection chronique, et qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser, c'est que c'est à cause du phénomène des mutations, puis le fait qu'on n'ait pas trouvé encore un vaccin qui est complètement efficace. Le jour où on aurait trouvé un vaccin qui aurait 90-95% d'efficacité au lieu de 80% comme maintenant, ben là, on aurait un espoir en vaccinant beaucoup de gens, les 95% dont on parlait, d'éradiquer complètement la maladie, comme on le fait avec la rougeole, ou on arrive à avoir des territoires où il n'y a pas de rougeole du tout dans des pays. On a encore de la rougeole sur la terre. On est réussi avec la variole à l'éliminer. Alors, c'est cet équilibre-là qu'il faut rechercher. Donc, pour l'instant, on n'a pas cette recette-là. On ne peut pas dire qu'on serait capable, dans un avenir prévisible, de se débarrasser de la COVID. Vous voulez dire que c'est un peu comme s'habituer à vivre avec la grippe, en fait, c'est ça? Exactement, comme l'influenza. On n'a pas réussi à éradiquer l'influenza. Puis j'imagine, bon, moi je suis pas médecin non plus, mais j'imagine que ça serait peut-être se prendre pour Dieu d'imaginer qu'on pourrait éradiquer la grippe de la planète ou quelque chose comme ça, ou il faut juste apprendre à vivre avec? Ouais, je pense qu'il faut apprendre à vivre avec. C'est pas une question c'est pas une question de jouer au tout-puissant. Il y a effectivement des vaccins qui fonctionnent bien, puis on a réussi à éradiquer certaines maladies, comme la variole dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est possible, mais pas avec les outils que l'on a pour l'instant. On n'a pas encore assez progressé dans la science pour pouvoir prétendre à ça. D'accord. Là, vous parliez que l'été se passait de façon assez calme, et je sais que normalement dans les cycles un peu de grippe qu'on a chaque année, l'automne qui s'en vient, l'hiver qui s'en vient, on retourne dans des maladies un peu dans ce style-là, un peu viral. Comment vous envisagez un peu l'automne qui s'en vient? On a l'air à s'aligner vers un automne assez difficile du côté des maladies respiratoires, à transmission respiratoire. Le virus syncytial semble être bien installé chez les enfants. L'influenza a déjà fait son apparition et la COVID est toujours là. Donc, on risque d'avoir un automne un peu difficile à cause de ça. D'accord. J'ai une question là que je me demandais, quand on me demande souvent, est-ce qu'une personne qui a déjà été positive, qui a déjà eu le Covid, même si c'était de façon asymptomatique ou avec très peu de symptômes, est-ce elle peut ne pas aller, dans le sens où elle est encore dans le choix de se faire vacciner ou pas, son immunité naturelle, est-ce qu'elle va être meilleure que celle du vaccin, ou est-ce que c'est recommandé quand même d'aller se faire vacciner? Le vaccin va être un excellent rappel. Une personne qui a fait la maladie risque de développer une meilleure immunité avec le vaccin qu'une personne qui n'a jamais fait la maladie. Alors, quelqu'un qui a déjà fait la maladie, c'est un avantage et ça devrait faire profiter de cet avantage-là. C'est comme profiter d'un bon investissement. Rentabiliser une maladie en allant se faire vacciner. Donc, là, il y a une bonne immunité certaine. D'accord. Est-ce que au niveau du gouvernement, est-ce qu'on vous demande, au niveau du domaine hospitalier de la santé, de vous préparer là, pour cet hiver à
j'allais dire, vous là, vous avez nommé que vous attendez peut-être à avoir plus de cas au niveau des maladies respiratoires. Comment est-ce que vous savez que ça s'en vient de cette façon-là? Comment vous pouvez le prédire? Ben, on le sait parce qu'on a l'expérience de l'influenza, puis on a des sites sentinelles où on surveille l'arrivée de l'influenza. L'année passée, on a vu qu'il y en avait pas qui s'en venaient, donc on était rassurés. Cette année, on l'a déjà vu apparaître. Donc, compte tenu de ce qu'on sait de la façon dont l'influenza se présente, quand on commence à le voir apparaître en septembre, ça veut dire qu'en novembre, on devrait avoir des bonnes poussées. Et le virus syncytial, ben là, on a déjà eu beaucoup plus d'hospitalisations que dans des années ordinaires, même là, à ce temps-ci de l'année. D'accord. Puis là, je me demandais par rapport au suivi, vous parliez de sites sentinelles, justement, j'avais une question à ce sujet par rapport à l'observation sur le terrain, parce que maintenant qu'il y a énormément de gens vaccinés, on parle souvent, on entend parler aussi beaucoup dans les, euh, les documents comme j'ai été voir le site de Eudra Vigilance, qui est un site en Europe, par contre, je ne sais pas s'il est l'équivalent en Amérique du Nord, pour justement tout ce qui serait sur les effets secondaires des vaccins. Est-ce que Oui, vous rapportez quand il arrive des cas? Est-ce que oui. vous êtes dans cette démarche-là aussi? Il y a tout un système dont l'acronyme est ESPRI, là, mais qui est un système de reportage des manifestations inhabituelles suite à une vaccination. Donc, tous les vaccinatrices et tous les médecins sont tenus de rapporter tous les événements qui leur semblent inhabituels suite à la vaccination. Et il y a une analyse qui se fait, et quand effectivement ça semble vraiment inhabituel et qu'on pense que ça pourrait être lié à la vaccination, on fait une enquête dans chaque région où ça s'est produit. Et ensuite, ça, les enquêtes sont centralisées. Alors donc, on est capable de savoir s'il y a eu des manifestations auxquelles on ne s'attendait pas. Il y a des effets secondaires que l'on connaît, mais c'est toujours lors de grandes vaccinations que l'on retrouve les effets secondaires très rares, mais souvent très graves, qui sont liés à la vaccination. Alors, on a tout ce système-là en place. D'accord. Et vous dites que ça s'appelle Esprit, c'est ça? Oui, D'accord. Ben, PRI. d'accord. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour votre temps. Je voulais peut-être juste terminer. Est-ce que sur la note un petit peu de tout ce qu'on a entendu parler un petit peu dernièrement face à l'annonce du gouvernement qui demandait au personnel de la santé de se vacciner. Comment, dans votre secteur, les gens ont réagi, dans votre milieu, bien sûr, face à ça? Ben, il y a deux positions. Il y a des gens qui sont plus rassurés puis qui sont évidemment, doublement vaccinés déjà et pour qui ça pose pas de problème. Il y a parmi les gens doublement vaccinés des gens qui trouvent qu'il y a des enjeux éthiques qui sont reliés à la vaccination obligatoire. Et puis, il y a évidemment des gens non vaccinés qui sont très stressés, puis pour certains, c'est extrêmement difficile à vivre. Donc, il y a un peu de tout là dans le paysage. Est-ce que ça crée malheureusement, ou est-ce que ça crée une tension générale, un peu, j'imagine, dans Ça crée cette... une tension dans certains milieux plus que d'autres. Disons que la tension était très forte parce que lors de sa conférence de presse, le premier ministre avait parlé de 100% des gens qui travaillaient dans le domaine de la santé, incluant les organismes communautaires, etc. Moi, je leur disais, ben, attendons le décret. Quand le décret est sorti, on a vu que c'était plus les gens qui étaient auprès des soignants, des gens à soigner. Donc, c'était plus les soignants et les personnes qui risquaient de rencontrer les soignants dans leur milieu de travail. Mais ça laisse la porte ouverte à des gens qui peuvent travailler à temps plein en télétravail, par exemple. Donc, si on a quelqu'un de non vacciné qui ne veut pas être vacciné pour toutes sortes de raisons, dans un contexte où cette personne-là n'a pas un travail auprès des patients, il y a moyen d'organiser les choses pour qu'elle puisse continuer à travailler quand même. D'accord. Donc ça m'amène peut-être à une question que j'avais oublié de vous poser tantôt. Quand une personne se fait vacciner, est-ce qu'on
est-ce qu'elle le fait pour elle ou est-ce qu'elle le fait pour les autres? Souvent, on entend parler, oui, mais c'est pour protéger les autres, puis d'autres vont dire, mais non, mais c'est juste pour se protéger soi. Mais comme on entend dernièrement que on peut aussi être transmetteur ou contaminé, euh, qu'est-ce que vous répondriez à ça? Ben, c'est certainement les deux. Actuellement, notre vaccin est beaucoup plus efficace à se protéger soi-même contre la forme grave de la maladie. Il est moins efficace pour la transmission, mais on se rappelle quand même qu'on a 5 fois moins de chances de transmettre quand on est complètement vacciné que pas vacciné du tout. D'accord. Alors, ça reste les deux, mais il faudrait pas faire l'erreur de croire que parce qu'on est vacciné, on risque pas de transmettre à d'autres. C'est ça, de ne pas alléger toutes les mesures que vous aviez nommées tout à l'heure. J'imagine Exact. que ça doit être ça le danger. Les gens peuvent, on est vacciné, ben, essayons, on C'est attend. ça. La vie revient à la normale. Non, malheureusement, la vie ne peut pas revenir à la normale.